Vous êtes sur la chaîne Les Rares Livres. Aujourd'hui, nous vous présentons un ouvrage essentiel et profondément dérangeant. Pourquoi les enfants échouent, écrit par John Holt. Ce livre questionne les fondements mêmes de l'école traditionnelle et nous invite à regarder l'échec scolaire sous un autre angle, non pas comme un manque chez l'enfant, mais comme une conséquence du système qui l'entoure. Présenté et lu par Les Rares Livres, ce contenu vous propose une lecture approfondie, fidèle à l'esprit de l'auteur, pour comprendre, réfléchir et repenser l'éducation avec plus de lucidité et d'humanité. Introduction. Pourquoi l'école échoue avant les enfants? Pourquoi les enfants échouent paraît, le livre provoque un choc profond dans le monde de l'éducation. Non pas parce qu'il apporte des statistiques nouvelles ou des théories complexes, mais parce qu'il ose poser une question que beaucoup évitent soigneusement. Et si le problème ne venait pas des enfants, mais du système censé les faire réussir? John Holt ne s'attaque pas aux individus, ni aux enseignants pris isolément, ni aux élèves eux-mêmes. Il s'attaque à une logique entière, à une manière de penser l'apprentissage qui, selon lui, fabrique l'échec tout en prétendant le combattre. John Holt n'est pas un idéologue extérieur au monde scolaire. Il a été enseignant, observateur attentif des classes, des enfants, de leurs réactions, de leur silence, de leur peur. Sa voix dérange précisément parce qu'elle ne repose pas sur des abstractions, mais sur une observation patiente et honnête de ce qui se passe réellement dans les salles de classe. Il décrit ce que beaucoup voient sans vouloir le nommer, des enfants intelligents, curieux, vivants, qui peu à peu se ferment, se protègent, et finissent par échouer non par incapacité, mais par adaptation à un environnement qui les met en danger psychologiquement. La question centrale du livre est simple en apparence, mais redoutable dans ses implications. Pourquoi les enfants échouent-ils alors qu'ils veulent apprendre? Car Holt part d'un constat fondamental souvent oublié. Les enfants n'ont pas besoin d'être forcés pour apprendre. Dès les premières années de la vie, ils apprennent à parler, à marcher, à comprendre le monde avec une énergie, une persévérance et une créativité remarquables. L'envie d'apprendre est naturelle. Si cette envie disparaît, si l'échec apparaît, ce n'est pas un défaut originel de l'enfant, mais le signe que quelque chose s'est brisé dans le processus. L'erreur fondamentale du système scolaire moderne, selon Holt, est de confondre apprentissage et performance. L'école se concentre sur les résultats visibles, mesurables, comparables, et oublie le processus intérieur par lequel un enfant comprend, expérimente et intègre le savoir. En cherchant à contrôler, à évaluer et à classer, elle transforme l'acte d'apprendre en une épreuve permanente. L'enfant n'apprend plus pour comprendre le monde, mais pour éviter la sanction, le jugement ou l'humiliation. L'échec devient alors une conséquence logique, parfois même une stratégie inconsciente de protection. C'est ici qu'apparaît le trio invisible qui traverse tout le livre. École, échec et peur. La peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur de décevoir l'adulte, la peur d'être comparé aux autres. Cette peur n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent silencieuse, intérieure, profondément enracinée. Elle pousse l'enfant à faire semblant de comprendre, à deviner plutôt qu'à réfléchir, à se taire plutôt qu'à poser des questions. Dans cet environnement, l'intelligence ne disparaît pas, mais elle se cache. L'échec n'est plus un manque de capacité, mais une réponse à un climat qui rend l'apprentissage dangereux. Ce livre s'adresse à tous ceux qui refusent les explications simplistes, aux parents qui voient leurs enfants perdre confiance sans comprendre pourquoi, aux enseignants qui sentent que quelque chose ne fonctionne pas, mais manque d'espace pour le questionner, aux éducateurs, aux jeunes adultes marqués par leur parcours scolaire, et à tous les penseurs qui s'interrogent sur la manière dont une société traite l'intelligence naissante. Holt ne propose pas de recette rapide. Il propose une remise en question profonde, parfois inconfortable, mais nécessaire. L'objectif de l'œuvre n'est pas de désigner des coupables, mais de déplacer le regard. Comprendre l'enfant avant de juger ses résultats. Observer son comportement non comme une faute, mais comme un message. Se demander non pas « pourquoi échoue-t-il ?», mais « à quoi réagit-il ?» En faisant cela, Holt ouvre une brèche essentielle,
celle d'une éducation fondée sur la confiance plutôt que sur la peur, sur la compréhension plutôt que sur le contrôle. Cette introduction n'est donc pas une accusation mais une invitation à regarder l'échec scolaire non comme une fatalité, mais comme un symptôme, une invitation à redonner à l'enfant sa place d'être pensant, curieux et capable, et surtout, une invitation à admettre une vérité dérangeante mais libératrice. Si les enfants échouent, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas apprendre, mais parce que nous avons oublié comment les laisser apprendre. Chapitre 1. Les enfants veulent naturellement apprendre. Dès les premiers instants de la vie, l'enfant manifeste une force extraordinaire que les adultes sous-estiment souvent, une curiosité profonde, presque irrépressible, envers le monde qui l'entoure. Avant même de savoir parler, il observe, il touche, il écoute, il expérimente. Il recommence inlassablement les mêmes gestes, non par automatisme, mais par désir de comprendre. Cette curiosité n'est pas enseignée, elle n'est pas transmise, elle est là, inscrite dans la nature même de l'enfant. John Holt insiste sur ce point fondamental. L'apprentissage n'est pas quelque chose que l'on impose à l'enfant, c'est quelque chose qu'il cherche naturellement. Comprendre cela change radicalement la manière dont on perçoit l'éducation, l'école et même l'échec. Avant l'école, l'enfant apprend sans programme, sans notes, sans examen, et pourtant il accomplit des prouesses que peu d'adultes seraient capables de reproduire avec autant de persévérance. Il apprend une langue complexe, ses règles implicites, ses nuances, simplement en étant immergé dans un environnement vivant. Il apprend à se déplacer, à coordonner son corps, à reconnaître les visages, les intentions, les émotions. Il apprend les règles sociales, le danger, la confiance, le jeu. Tout cela se fait sans manuel, sans évaluation formelle, sans récompense artificielle. L'enfant apprend parce qu'apprendre est pour lui une nécessité vitale et une source de plaisir profond. John Holt observe que cet apprentissage précoce repose sur un principe simple mais puissant, l'exploration libre. L'enfant teste, se trompe, ajuste, recommence. Il n'a pas peur de l'erreur, car l'erreur n'est pas encore associée à une sanction ou à un jugement. Tomber en apprenant à marcher n'est pas un échec, c'est une étape normale. Prononcer un mot de travers n'est pas une faute, c'est un passage vers la maîtrise. Dans cet univers, l'erreur n'existe pas comme concept négatif. Elle est simplement une information, un retour immédiat de l'expérience. L'apprentissage par exploration est profondément actif. L'enfant n'attend pas qu'on lui explique le monde, il va vers lui. Il touche ce qui l'intrigue. Il pose des questions sans se soucier de leur pertinence. Il démonte, il observe, il imite. Cette activité constante est animée par un moteur interne extrêmement puissant, la joie de comprendre. Lorsqu'un enfant parvient à résoudre un problème, à comprendre une situation ou à maîtriser une nouvelle compétence, son visage s'illumine. Cette joie n'est pas liée à une récompense extérieure, mais à la satisfaction intime d'avoir élargi son monde intérieur. Holt insiste sur le fait que cette joie naturelle de comprendre est le cœur de l'intelligence humaine. Elle pousse l'enfant à persévérer, à affronter la difficulté, à recommencer sans se décourager. Tant que cette joie est intacte, l'enfant ne craint pas l'effort. Il peut passer des heures à tenter de résoudre un puzzle, à répéter un geste, à poser 1000 questions sur le même sujet. L'effort n'est pas vécu comme une contrainte, mais comme une aventure. Le temps n'est pas une pression, mais un allié. Pourquoi alors, demande Holt, cette énergie extraordinaire semble-t-elle disparaître chez tant d'enfants une fois qu'ils entrent à l'école? Pourquoi observe-t-on des élèves démotivés, anxieux, passifs, alors que ces mêmes enfants étaient auparavant avides de découvertes? La réponse de Holt est claire et dérangeante. Ce n'est pas l'enfant qui change, c'est l'environnement. L'école introduit des éléments étrangers à l'apprentissage naturel. La peur de l'erreur, la comparaison, l'évaluation permanente, la pression du résultat. Peu à peu, l'enfant comprend que ce qui compte n'est plus de comprendre, mais de répondre correctement. Dans ce nouveau cadre, l'acte d'apprendre perd sa dimension joyeuse et exploratoire. Il devient un acte stratégique. L'enfant apprend à deviner ce que l'adulte attend, à éviter les erreurs visibles, à cacher ses incompréhensions. Il apprend à faire semblant de savoir plutôt qu'à chercher réellement à comprendre.
Cette transformation est profonde et souvent invisible. De l'extérieur, l'enfant semble apprendre, car il produit des réponses. À l'intérieur, il se protège. L'intelligence ne disparaît pas, mais elle se replie. Holt affirme avec force que l'échec, tel qu'on le définit à l'école, n'existe pas chez le jeune enfant. Un enfant qui apprend naturellement ne se vit jamais comme un échec. Il peut être frustré, fatigué, contrarié, mais il ne se juge pas. Il ne se dit pas « je suis nul » ou « je ne suis pas capable ». Ces pensées apparaissent plus tard, lorsque l'enfant commence à intérioriser le regard évaluateur de l'adulte. L'échec n'est donc pas une réalité naturelle de l'apprentissage, mais une construction sociale liée à un système de mesure et de jugement. Dans le monde naturel de l'enfance, apprendre est un processus continu, fluide, profondément personnel. Chaque enfant avance à son rythme, selon ses intérêts, ses forces, ses moments de disponibilité. Il n'y a pas de retard, pas de classement, pas de normes rigides. Holt souligne que cette diversité n'est pas un problème à corriger, mais une richesse à protéger. En cherchant à uniformiser l'apprentissage, l'école entre en conflit avec la nature même de l'intelligence humaine. L'enfant veut apprendre, mais il veut apprendre dans un climat de sécurité psychologique. Il a besoin de sentir que l'erreur n'est pas une faute morale, que la question n'est pas une preuve d'ignorance, que le tâtonnement est légitime. Lorsque cette sécurité disparaît, l'enfant adopte des stratégies de survie. Il devient prudent, calculateur, parfois silencieux. Ce comportement est souvent interprété comme un manque de motivation ou de capacité, alors qu'il s'agit en réalité d'une adaptation intelligente à un environnement perçu comme hostile. John Holt nous invite ainsi à renverser une croyance profondément ancrée. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur donne envie d'apprendre, ils ont besoin qu'on ne leur enlève pas cette envie. Le rôle de l'adulte n'est pas de remplir un esprit vide, mais de protéger un élan déjà présent. Chaque fois que l'on remplace la curiosité par la peur, la joie par la pression, l'exploration par la conformité, on affaiblit cet élan vital. Ce chapitre pose donc les fondations de toute la réflexion de Holt. Avant de parler d'échec, de méthode ou de réforme, il faut reconnaître une vérité simple et puissante. L'enfant est naturellement un apprenant. S'il cesse de vouloir apprendre, ce n'est jamais sans raison. Comprendre cette vérité, c'est déjà faire un pas décisif vers une éducation plus humaine, plus juste et plus respectueuse de l'intelligence vivante qui existe en chaque enfant. Chapitre 2. L'école comme environnement de peur. L'une des idées les plus dérangeantes et les plus centrales développées par John Holt est la suivante. L'école, telle qu'elle fonctionne dans la majorité des sociétés modernes, est moins un lieu d'apprentissage qu'un environnement de peur. Cette peur n'est pas toujours visible, ni intentionnelle, ni même reconnue par ceux qui la produisent. Elle ne prend pas nécessairement la forme de cris, de punitions sévères ou de violences explicites. Elle est souvent douce, silencieuse, institutionnalisée. Pourtant, ses effets sont profonds et durables. Elle s'infiltre dans l'esprit de l'enfant, façonne son rapport au savoir et finit par transformer radicalement la manière dont il pense, agit et se perçoit. La peur de se tromper est la première pierre de cet environnement anxiogène. Dans un cadre scolaire, l'erreur cesse très tôt d'être une étape normale de l'apprentissage pour devenir un signe d'échec. L'enfant comprend rapidement que se tromper n'est pas neutre. Une erreur est remarquée, corrigée publiquement, parfois sanctionnée, souvent mémorisée. Même lorsque l'adulte se veut bienveillant, l'erreur est rarement vécue comme une information utile. Elle devient un signal négatif. Peu à peu, l'enfant associe l'acte de réfléchir à un risque. Réfléchir, c'est s'exposer. Essayer, c'est prendre la possibilité d'avoir tort. Dans cet univers, il devient plus sûr de se taire que de tenter. Cette peur de l'erreur pousse l'enfant à modifier profondément son comportement cognitif. Au lieu de chercher à comprendre, il cherche à éviter l'erreur visible. Il privilégie les réponses sûres, mécaniques, apprises par cœur. Il évite les questions complexes, les raisonnements personnels, les chemins incertains. L'intelligence, au lieu de s'exprimer librement, se replie dans une stratégie de prudence. Holt observe que beaucoup d'enfants cessent de penser à voix haute, cessent de prendre des initiatives intellectuelles, non parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ont appris que l'erreur coûte cher. À cette peur de se tromper s'ajoute rapidement la peur de décevoir. L'école place l'enfant dans une relation constante d'évaluation par l'adulte. Le regard de l'enseignant devient une référence centrale.
L'enfant ne cherche plus seulement à comprendre, il cherche à plaire, à répondre aux attentes, à obtenir une validation. Cette dynamique est particulièrement destructrice, car elle déplace la motivation de l'intérieur vers l'extérieur. L'enfant n'apprend plus pour lui-même, mais pour l'adulte. Lorsqu'il échoue, ce n'est pas seulement une tâche qui est ratée, c'est une relation qui semble menacée. La peur de décevoir est souvent invisible, mais elle est lourde émotionnellement. L'enfant sensible, consciencieux, désireux de bien faire, vit chaque difficulté comme une faute morale. Il intériorise l'idée qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il ne répond pas aux attentes, qu'il déçoit ceux qui savent mieux que lui. Cette peur peut devenir paralysante. Certains enfants préfèrent abandonner, se désengager ou adopter une attitude d'indifférence apparente plutôt que de risquer cette déception. L'échec devient alors une protection contre une souffrance plus profonde. La peur du jugement complète ce trio destructeur. À l'école, l'enfant n'est pas seulement observé par l'adulte, il est comparé aux autres. Notes, classements, commentaires, remarques implicites ou explicites construisent un système de hiérarchie permanente. L'enfant apprend très tôt qu'il est évalué, non pas seulement sur ce qu'il comprend, mais sur la manière dont il se situe par rapport aux autres. Cette comparaison constante crée une pression psychologique intense. Elle transforme la classe en un espace de compétition silencieuse où chacun tente de préserver son image. Sous le regard du groupe, l'erreur devient encore plus dangereuse. Se tromper, ce n'est plus seulement échouer devant l'enseignant, c'est perdre sa place symbolique devant les autres. L'enfant apprend à cacher ses incompréhensions, à éviter les situations où il pourrait être exposé. Il préfère donner une réponse vague plutôt qu'une réponse sincère. Il développe des stratégies d'évitement, de diversion, parfois même de sabotage de lui-même. Holt montre que ces comportements ne sont pas des signes de paresse ou de manque d'intelligence, mais des réponses intelligentes à un environnement perçu comme menaçant. Comment la peur bloque-t-elle l'intelligence? Holt est très clair sur ce point. La peur occupe l'esprit. Un enfant qui a peur n'est pas disponible pour apprendre. Son énergie mentale est mobilisée pour anticiper le danger, éviter l'erreur, contrôler son image. La curiosité, qui est un mouvement ouvert vers l'inconnu, ne peut pas coexister avec la peur, qui est un mouvement de repli. Lorsque la peur est présente, l'esprit se contracte. Il devient rigide, défensif, superficiel. L'enfant cesse d'explorer, il se contente de réagir. Dans cet état, l'apprentissage profond devient impossible. Comprendre exige du temps, de l'essai, du doute, de l'incertitude. Or, la peur pousse à la rapidité, à la réponse immédiate, à la conformité. L'enfant apprend à répondre vite plutôt qu'à penser juste. Il apprend à reconnaître des formes sans en comprendre le sens. Il apprend à mémoriser des procédures sans saisir les principes. De l'extérieur, cela peut ressembler à de l'apprentissage. En réalité, c'est une adaptation de surface, fragile et instable. Holt décrit avec précision ce glissement tragique, l'enfant qui apprend à survivre plutôt qu'à comprendre. Dans un environnement de peur, l'objectif principal n'est plus le savoir, mais la sécurité psychologique. L'enfant développe des comportements de survie intellectuelle. Il devine ce que l'enseignant attend. Il repère les indices, les mots-clés, les automatismes. Il joue le jeu scolaire sans entrer réellement dans la matière. Cette stratégie peut fonctionner un temps, parfois même conduire à de bons résultats apparents, mais elle a un coût immense, la perte du lien authentique avec le savoir. À long terme, cet apprentissage de survie érode la confiance en soi. L'enfant ne sait plus s'il comprend réellement ou s'il a simplement bien joué le jeu. Il doute de ses capacités profondes. Il devient dépendant des validations extérieures. Lorsqu'elles disparaissent, il se sent vide, incapable, perdu. Ce mécanisme explique pourquoi tant d'élèves brillants en apparence se sentent profondément insécurisés, anxieux ou illégitimes face à l'apprentissage. John Holt ne prétend pas que la peur est volontairement imposée par l'école. Il montre au contraire qu'elle est souvent le produit involontaire d'un système obsédé par le contrôle, la mesure et la performance. Les adultes eux-mêmes sont pris dans cette logique. Les enseignants subissent des programmes, des évaluations, des attentes institutionnelles. La peur circule à tous les niveaux. Mais reconnaître cette réalité est essentiel si l'on veut la transformer. Ce chapitre nous oblige à regarder l'école autrement.
non plus comme un simple lieu de transmission de savoir, mais comme un environnement émotionnel qui façonne profondément la manière dont les enfants pensent et apprennent. Tant que la peur restera au cœur de cet environnement, l'intelligence continuera de se cacher, de se protéger, de se replier, et l'échec, loin d'être une anomalie, restera une conséquence logique. Comprendre que l'enfant n'échoue pas par manque de capacité, mais parce qu'il apprend à survivre dans un climat de peur, est une étape décisive. Cela ne conduit pas à accuser, mais à questionner. À repenser les priorités. À se demander ce que l'éducation devrait réellement protéger, la performance visible ou l'intelligence vivante. Ce chapitre nous rappelle une vérité essentielle. Un esprit effrayé ne peut pas apprendre librement. Et tant que l'école ne s'attaquera pas à la peur qu'elle génère, elle continuera, malgré elle, à fabriquer l'échec qu'elle prétend combattre. Chapitre 3. L'échec scolaire. N'est pas un manque d'intelligence. L'une des confusions les plus profondément ancrées dans le système éducatif moderne est l'assimilation quasi automatique entre réussite scolaire et intelligence. Inversement, l'échec scolaire est souvent interprété comme la preuve d'un manque de capacité, d'un déficit intellectuel ou d'une insuffisance personnelle. John Holt s'attaque frontalement à cette croyance. Il affirme que l'échec scolaire n'est pas le signe d'une intelligence absente, mais bien souvent la conséquence d'un environnement qui empêche l'intelligence de s'exprimer. Cette idée est dérangeante, car elle remet en cause non seulement les pratiques pédagogiques, mais aussi les jugements que la société porte sur les enfants. Holt observe, au fil de ses années d'enseignement et d'observation, un phénomène troublant et récurrent. De nombreux enfants manifestement intelligents, curieux, rapides de compréhension en dehors de l'école, se retrouvent en difficulté dès qu'ils entrent dans le cadre scolaire. Ces enfants savent raisonner, expliquer, imaginer, résoudre des problèmes concrets dans la vie quotidienne, mais échouent face aux exercices scolaires. Le contraste est frappant. Il ne s'agit pas d'un manque de compréhension, mais d'un blocage. L'école ne révèle pas leur intelligence, elle la masque. Ces enfants brillants aux résultats faibles sont souvent ceux qui pensent trop, ressentent trop, doutent trop. Leur intelligence est vivante, intuitive, globale, mais le système scolaire valorise une intelligence fragmentée, rapide, conforme et prévisible. L'enfant qui comprend profondément mais lentement, qui a besoin de sens avant d'exécuter, qui pose des questions plutôt que de donner des réponses, devient rapidement un élève en difficulté. Non parce qu'il ne comprend pas, mais parce qu'il ne fonctionne pas selon le rythme et les codes imposés. L'erreur fondamentale consiste à confondre notes et intelligence. Les notes mesurent une performance ponctuelle dans un cadre précis, sous des conditions spécifiques, à un moment donné. Elles ne mesurent ni la compréhension profonde, ni la créativité, ni la capacité à relier des idées, ni la curiosité intellectuelle. Pourtant, elles deviennent des étiquettes. Un chiffre résume l'enfant. Un bulletin devient une identité. L'enfant apprend à se voir à travers ses évaluations, souvent bien avant de comprendre ce qu'elles signifient réellement. Cette confusion est destructrice, car elle enferme l'enfant dans une image figée. Celui qui reçoit de mauvaises notes finit par croire qu'il est nul, pas intelligent, pas fait pour l'école. Ce jugement n'est pas seulement extérieur, il est intériorisé. L'enfant cesse progressivement d'essayer. Pourquoi prendre des risques si le résultat est déjà écrit? Pourquoi réfléchir si cela n'est jamais reconnu? L'échec devient une prophétie autoréalisatrice. John Holt insiste sur un point crucial. Beaucoup d'enfants savent, mais n'osent plus. Ils comprennent plus qu'ils ne montrent. Ils ont des intuitions justes, des raisonnements pertinents, mais ils ont appris que montrer ce qu'ils pensent est dangereux. La peur de se tromper, la peur du jugement, la peur de la sanction les a rendus prudents à l'excès. Ils préfèrent donner une réponse approximative mais attendue plutôt qu'une réponse personnelle mais risquée. Ils se taisent alors même qu'ils savent. Cet enfant qui sait mais n'ose plus est l'une des figures les plus tragiques de l'échec scolaire. De l'extérieur, il semble passif, désengagé, peu impliqué. En réalité, son esprit est en alerte permanente. Il analyse, anticipe, calcule les conséquences. Il ne cherche pas à comprendre davantage, mais à éviter l'erreur visible. Son intelligence est mobilisée pour se protéger, non pour apprendre. Ce renversement est fondamental pour comprendre l'échec scolaire.
Face à cet environnement perçu comme hostile, l'enfant développe des stratégies d'évitement. Ces stratégies ne sont pas des signes de paresse ou de mauvaise volonté. Elles sont des réponses intelligentes à une situation stressante. Holt décrit plusieurs de ces comportements. L'enfant qui devine au lieu de réfléchir, celui qui copie mécaniquement, celui qui mémorise sans comprendre, celui qui se rend invisible, celui qui fait semblant de ne pas s'intéresser. Tous cherchent à réduire le risque émotionnel. Certains enfants adoptent une attitude de détachement apparent. Ils disent que l'école ne les intéresse pas, qu'ils s'en moquent, qu'ils n'en ont rien à faire. Cette indifférence affichée est souvent une armure. Elle protège contre la honte de l'échec. Si je dis que je m'en fiche, alors mes mauvaises notes ne me définissent plus. Cette stratégie permet de préserver l'estime de soi, mais elle coupe l'enfant de son désir naturel d'apprendre. D'autres enfants deviennent experts dans l'art de donner l'illusion de la compréhension. Ils repèrent les schémas répétitifs, les attentes implicites, les réponses types. Ils apprennent à réussir sans comprendre. Cette compétence est parfois récompensée par de bonnes notes, mais elle laisse un vide intérieur. L'enfant sait qu'il ne sait pas vraiment. Il développe une insécurité profonde, une peur constante d'être démasqué. L'intelligence devient une performance fragile, jamais une source de confiance. Dans ce contexte, l'échec scolaire peut devenir un mécanisme de défense. Cette idée est centrale chez John Holt. Échouer, c'est parfois une manière de reprendre le contrôle. Si je décide inconsciemment d'échouer, alors l'échec ne me surprend plus. Il n'est plus une humiliation imprévisible, mais un résultat anticipé. L'enfant se protège ainsi contre une déception plus douloureuse encore, celle d'avoir essayé sincèrement et d'avoir été rejeté. L'échec volontaire ou semi-volontaire permet aussi d'éviter des attentes trop élevées. Réussir attire l'attention, augmente la pression, crée de nouvelles obligations. Pour certains enfants anxieux, rester dans l'échec est plus confortable que risquer de devoir constamment prouver leur valeur. L'échec devient un refuge paradoxal. Il limite les attentes extérieures et réduit l'angoisse liée à la performance. Cette perspective bouleverse profondément la manière dont on interprète les difficultés scolaires. L'échec n'est plus un simple déficit à corriger, mais un signal à comprendre. Il indique que quelque chose, dans la relation entre l'enfant et le système, ne fonctionne pas. Il révèle une rupture de confiance. L'enfant ne se sent plus en sécurité pour apprendre librement. Il ne se sent plus autorisé à être intelligent à sa manière. John Holt invite à une révolution du regard. Au lieu de demander « qu'est-ce qui ne va pas chez cet enfant ?», il propose de demander « qu'est-ce que cet enfant a appris à faire pour se protéger ?» Cette question change tout. Elle replace l'enfant comme un acteur intelligent de sa propre survie psychologique. Elle oblige les adultes à interroger leurs pratiques, leurs attentes, leurs méthodes d'évaluation. Ce chapitre montre avec force que l'intelligence est bien plus vaste que ce que l'école mesure. Elle est relationnelle, émotionnelle, contextuelle. Elle a besoin de confiance pour s'exprimer. Là où la confiance disparaît, l'intelligence se cache. L'échec scolaire n'est alors pas une preuve d'incapacité, mais la trace visible d'un combat intérieur. Comprendre cela est essentiel si l'on veut réellement aider les enfants. Tant que l'on confondra échec et bêtise, on continuera à blesser ceux qui auraient le plus besoin d'être compris. Tant que l'on évaluera sans écouter, on renforcera les mécanismes de défense au lieu de les dissoudre. Ce chapitre nous rappelle une vérité simple et profonde. Aucun enfant n'échoue par plaisir. L'échec est presque toujours une réponse à un environnement qui a cessé d'être sûr pour penser. Reconnaître que l'échec scolaire n'est pas un manque d'intelligence, mais une intelligence empêchée, est un pas décisif vers une éducation plus humaine. C'est aussi une invitation à restaurer ce que l'école a trop souvent brisé, la confiance de l'enfant en sa propre capacité à comprendre le monde. Chapitre 4. Apprendre à faire semblant de savoir. L'un des constats les plus dérangeants de John Holt est que l'école, loin d'enseigner uniquement des savoirs, apprend aussi aux enfants des comportements de survie intellectuelle. Parmi eux, l'un des plus répandus et des plus invisibles est l'art de faire semblant de savoir. Ce chapitre met en lumière une réalité troublante. Beaucoup d'enfants ne cherchent plus à comprendre, mais à paraître compétents. Ils ne poursuivent plus la vérité, mais l'apparence de la réussite.
Ce glissement silencieux transforme profondément leur rapport à l'apprentissage, à eux-mêmes et au monde. Très tôt, l'enfant comprend qu'à l'école, il existe un rôle à jouer, celui du bon élève. Ce rôle ne correspond pas nécessairement à un enfant curieux, réfléchi ou profondément engagé dans la compréhension. Il s'agit plutôt d'un enfant qui répond vite, qui ne pose pas trop de questions, qui donne les réponses attendues, qui respecte les règles implicites du jeu scolaire. Le bon élève est avant tout celui qui rassure l'adulte. Peu importe ce qu'il comprend réellement, l'essentiel est qu'il ne perturbe pas le fonctionnement de la classe. Ce jeu du bon élève n'est pas enseigné explicitement. Il s'apprend par observation, par imitation, par essai et erreur. L'enfant remarque quels comportements sont récompensés et lesquels sont sanctionnés. Il voit que celui qui hésite est repris, que celui qui se trompe est corrigé devant les autres, que celui qui pose trop de questions ralentit la classe. Progressivement, il ajuste sa conduite. Il apprend que montrer ses doutes est dangereux. Il comprend que l'assurance compte plus que la compréhension. Répondre sans comprendre devient alors une compétence centrale. L'enfant développe la capacité de donner une réponse acceptable sans avoir saisi le sens profond de la question. Il repère des mots-clés, des structures familières, des indices dans la voix de l'enseignant. Il apprend à deviner ce qui est attendu. Cette réponse n'est pas le fruit d'un raisonnement, mais d'un calcul social. Elle vise à éviter l'erreur visible, non à exprimer une pensée authentique. John Holt souligne que cette habileté est souvent confondue avec l'intelligence. L'enfant qui répond vite est perçu comme brillant, même s'il n'a fait que répéter une formule apprise. À l'inverse, celui qui réfléchit lentement, qui cherche à comprendre avant de parler, est parfois vu comme hésitant ou peu sûr de lui. L'école valorise ainsi la rapidité et la conformité plutôt que la profondeur et la compréhension. La mémorisation sans pensée devient un autre pilier de cette illusion du savoir. L'enfant apprend des phrases, des définitions, des procédures qu'il peut restituer au bon moment. Il mémorise non pour comprendre, mais pour survivre aux évaluations. Ce savoir est fragile, mécanique, déconnecté du réel. Il disparaît souvent aussi vite qu'il est appris, car il n'a jamais été intégré. Pourtant, il permet de donner l'impression de savoir, et c'est cela qui compte dans le cadre scolaire. Ce type de mémorisation crée une relation instrumentale au savoir. L'enfant ne se demande plus « qu'est-ce que cela signifie ?», mais « qu'est-ce que je dois retenir pour le contrôle ?» Le savoir cesse d'être une source de plaisir ou de compréhension du monde. Il devient une monnaie d'échange. On apprend pour obtenir une note, une validation, une reconnaissance. Le sens disparaît au profit de l'utilité immédiate. Deviner devient alors une stratégie centrale. Face à une question incomprise, l'enfant ne dit pas « je ne sais pas ». Il devine. Il choisit la réponse qui lui semble la plus probable. Il s'appuie sur les habitudes de l'enseignant, sur la logique apparente de l'exercice, sur ce qui a déjà été dit en classe. Deviner est moins risqué que d'avouer son ignorance. Dire « je ne comprends pas » expose à la honte, au jugement, parfois à l'impatience. Deviner permet de rester dans le jeu. Cette habitude de deviner pour survivre a des conséquences profondes. Elle détourne l'intelligence de sa fonction naturelle, qui est de chercher la vérité pour la mettre au service de l'adaptation sociale. L'enfant ne mobilise plus son esprit pour comprendre, mais pour éviter l'erreur. Il devient expert dans l'art de masquer ses lacunes. Cette compétence est parfois si bien développée que même l'enfant finit par ne plus distinguer ce qu'il sait réellement de ce qu'il fait semblant de savoir. John Holt insiste sur le fait que l'école enseigne la dissimulation non par intention malveillante, mais par structure. Les classes nombreuses, les programmes chargés, la pression des résultats créent un environnement où l'apparence de la compréhension est plus facile à gérer que la compréhension réelle. Il est plus simple pour un enseignant de corriger une réponse fausse que d'accompagner un raisonnement complexe et hésitant. Le système favorise donc ceux qui savent jouer le jeu. Peu à peu, l'enfant apprend à cacher ses pensées. Il apprend à taire ses intuitions s'il n'est pas sûr qu'elles soient correctes. Il apprend à ne pas explorer des idées originales si elles risquent de sortir du cadre. Cette autocensure est l'un des effets les plus graves de l'apprentissage du faire-semblant. L'enfant ne devient pas ignorant, il devient prudent. Il limite volontairement l'expression de son intelligence.
Cette dissimulation a aussi un coût émotionnel. L'enfant qui fait semblant de savoir vit dans une tension permanente. Il a peur d'être démasqué. Il doute de lui-même. Il ne sait plus s'il est réellement compétent ou simplement habile à jouer un rôle. Cette insécurité peut durer des années, parfois toute une vie. Beaucoup d'adultes conservent cette peur de ne pas être à la hauteur, nés sur les bancs de l'école. Le plus tragique est que cette illusion du savoir finit par tromper tout le monde. Les enseignants croient que l'enfant a compris. Les parents pensent qu'il progresse. L'enfant lui-même peut croire qu'il sait, jusqu'au moment où il se retrouve face à une situation réelle qui exige une compréhension profonde. Alors, tout s'effondre. Le savoir mémorisé ne suffit plus. Les réponses devinées ne fonctionnent plus. L'angoisse revient, plus forte encore. John Holt montre que l'école, en valorisant la performance visible, décourage l'honnêteté intellectuelle. Dire « je ne sais pas » devrait être le point de départ de l'apprentissage. Or, dans le système scolaire, c'est souvent perçu comme un échec. L'enfant apprend donc à cacher son ignorance plutôt qu'à la transformer en connaissance. Cette inversion est au cœur du problème. Apprendre à faire semblant de savoir est une adaptation intelligente à un environnement perçu comme menaçant. Ce n'est pas un défaut moral de l'enfant, mais une stratégie de protection. Comprendre cela oblige à repenser radicalement l'évaluation, la pédagogie et la relation adulte-enfant. Tant que l'école récompensera l'apparence plutôt que la compréhension, elle produira des élèves experts en dissimulation. Ce chapitre nous invite à regarder au-delà des bonnes réponses et des bulletins flatteurs. Il nous pousse à nous demander ce que l'enfant comprend réellement, ce qu'il ressent, ce qu'il ose ou n'ose plus dire. Il nous rappelle que le véritable apprentissage commence là où l'on peut admettre son ignorance sans peur. Apprendre devrait être un acte de courage intellectuel, pas un exercice de camouflage. Tant que les enfants sentiront qu'ils doivent se protéger pour réussir, ils continueront à jouer un rôle. Et tant que ce rôle sera récompensé, le système confondra savoir et illusion du savoir. John Holt nous met face à une vérité inconfortable. L'école n'échoue pas seulement à enseigner, elle enseigne parfois exactement ce qu'il faudrait éviter. Chapitre 5. Les notes, tests et classements. Une violence silencieuse. Il existe dans le monde de l'éducation une forme de violence que peu osent nommer, parce qu'elle est institutionnalisée, banalisée, voire glorifiée. Cette violence, c'est celle des notes, des tests et des classements. John Holt, dans son analyse lucide et profondément humaine, la dénonce avec force. Ce système d'évaluation, censé mesurer le savoir et encourager l'effort, est en réalité l'un des principaux responsables de la peur, de la honte et de la perte de confiance chez l'enfant. Derrière les apparences de neutralité, il fabrique des hiérarchies artificielles, déforme la perception du progrès et transforme l'apprentissage, qui devrait être une aventure intérieure, en une compétition anxiogène. Les notes, dans leur conception première, prétendent mesurer ce que l'enfant a compris, ce qu'il a retenu ou ce qu'il est capable de faire. Mais en vérité, elles ne mesurent ni la curiosité, ni la créativité, ni la persévérance, ni la profondeur de compréhension. Elles mesurent la conformité à un moment donné, dans un cadre donné, face à un type d'évaluation donné. Elles traduisent de souvent la capacité de l'enfant à deviner ce que l'enseignant attend, à s'adapter au format des exercices ou à gérer son stress le jour du test. Ce que les notes mesurent réellement, c'est la performance dans un contexte de pression, non l'intelligence authentique. Cette réduction de la complexité de l'esprit humain à une série de chiffres crée une illusion de précision. Un 15 sur 20 semble objectif, scientifique, rationnel. Pourtant, deux enseignants différents donneraient souvent deux notes différentes au même travail. La note, loin d'être une mesure absolue, est une interprétation. Mais dans l'esprit de l'enfant, elle devient une vérité. Un 6 signifie « je suis nul », un 18 signifie « je vaux quelque chose ». Le danger est immense. L'enfant cesse d'évaluer ce qu'il a fait et commence à évaluer ce qu'il est. La comparaison est la sœur jumelle de la note. Dès les premières années, les enfants apprennent à se comparer les uns aux autres. Celui qui a une meilleure note devient un modèle. Celui qui a échoué devient un contre-exemple.
La salle de classe se transforme en arène silencieuse où chacun observe l'autre, mesure sa valeur à travers des chiffres. Ce climat de comparaison constante introduit une hiérarchie implicite. Il y a les bons et les mauvais, les intelligents et les faibles, les promus et les exclus. C'est une structure qui divise au lieu d'unir, qui oppose au lieu d'encourager. Cette comparaison engendre une humiliation invisible. Rarement publique, elle est pourtant vécue avec une intensité déchirante. L'enfant qui reçoit une mauvaise note se sent exposé, diminué. Il ressent la honte d'avoir échoué, mais surtout celle d'être vu comme inférieur. L'école, sans s'en rendre compte, crée ainsi des blessures profondes dans l'estime de soi. Chaque note devient un verdict sur sa valeur personnelle. Certains enfants, trop sensibles à ces jugements, commencent à se protéger en se détachant de l'école. Ils prétendent ne plus s'y intéresser, disent que ça ne sert à rien, pour ne plus souffrir d'y échouer. Ce détachement, souvent interprété comme de la paresse, est en réalité une armure contre la douleur de la comparaison. L'un des drames les plus profonds que John Holt met en lumière est la manière dont l'enfant est réduit à un chiffre. Dans les bulletins scolaires, les appréciations ou les tableaux de classement, l'enfant disparaît derrière ses résultats. On ne parle plus de ses efforts, de sa curiosité, de sa progression, mais de ses moyennes. Il a 12 de moyenne, devient son identité scolaire. Ce chiffre, apparemment neutre, agit comme une étiquette collée à son front. Pire encore, il finit par devenir sa propre perception de lui-même. L'enfant ne dit plus « j'apprends », il dit « je suis nul en maths, je suis bon en français ». Le langage du classement s'infiltre dans son esprit, jusqu'à définir son rapport à la connaissance. La conséquence la plus grave de ce système, c'est la destruction progressive de l'envie d'apprendre. Car l'envie d'apprendre naît de la curiosité, du plaisir de comprendre, de la satisfaction de découvrir. Or, quand chaque apprentissage est évalué, noté, jugé, il cesse d'être une expérience libre. Il devient une épreuve. L'enfant n'apprend plus pour le plaisir, il apprend pour la récompense ou pour éviter la punition. Son rapport au savoir devient utilitaire. Il fait ce qu'il faut pour obtenir la note, puis oublie. La connaissance perd sa magie, remplacée par la logique froide du rendement. John Holt raconte à quel point les tests peuvent transformer l'école en un lieu d'angoisse permanente. Le simple mot « contrôle » suffit à provoquer chez beaucoup d'enfants une réaction de stress, de panique, voire de blocage complet. Certains enfants, pourtant brillants à l'oral ou en situation de découverte, échouent lamentablement aux examens, non parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils ont peur. Leur intelligence se paralyse sous la pression. Ce phénomène, observé quotidiennement, prouve que les tests ne mesurent pas la capacité réelle, mais la résistance à la peur. La confusion entre progrès et performance est au cœur de cette critique. L'école confond ce qui se voit avec ce qui se construit. Une bonne note traduit une performance ponctuelle. Elle ne dit rien du chemin parcouru, ni des obstacles surmontés. Un élève qui progresse lentement mais profondément sera souvent moins bien noté qu'un autre qui apprend vite mais superficiellement. Pourtant, le premier développe une intelligence durable, quand le second accumule des savoirs fragiles. Cette confusion crée une injustice fondamentale. Elle récompense la vitesse au détriment de la solidité. L'évaluation, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, détruit l'envie d'apprendre parce qu'elle inverse la logique naturelle de la découverte. Dans la vie, on apprend en expérimentant, en se trompant, en recommençant. À l'école, l'erreur est sanctionnée. L'enfant comprend très vite que se tromper, c'est échouer. Il apprend à éviter les situations où il pourrait se tromper. Il cesse d'oser. Cette peur d'échouer, profondément ancrée, continue souvent à hanter les adultes dans leur vie professionnelle ou personnelle. Elle les empêche de tenter, d'explorer, de créer. Le plus terrible, c'est que cette violence silencieuse est souvent exercée par des enseignants pleins de bonne volonté, persuadés de motiver leurs élèves par l'évaluation. Mais on ne motive pas par la peur. On soumet, on dresse, on conditionne. L'enfant, pour survivre, se plie aux attentes, apprend à donner ce qu'on attend de lui, sans conviction ni curiosité. Et le jour où la note disparaît, il ne sait plus pourquoi il devrait apprendre. Les classements ajoutent une dimension encore plus cruelle à ce mécanisme. Ils créent une compétition permanente où la réussite de l'un implique la défaite de l'autre.
L'école devient un champ de bataille symbolique où chacun cherche à être devant. Les plus performants sont félicités, les autres sont oubliés ou stigmatisés. Cette logique de comparaison constante détruit le sens de la solidarité et du partage. Elle installe dans les esprits une mentalité de rivalité qui perdure bien au-delà de l'école, jusque dans le monde du travail et les relations humaines. John Holt appelle à un changement radical. Il faut remplacer la mesure par la compréhension, la note par le dialogue, la peur par la confiance. L'évaluation devrait être un outil d'accompagnement, non un instrument de domination. Elle devrait aider l'enfant à se situer dans son propre parcours, non à se comparer aux autres. Elle devrait valoriser le progrès individuel, la persévérance, la curiosité, plutôt que la conformité à une norme unique. Les notes, les tests et les classements ont été inventés pour rendre l'école plus efficace, mais ils l'ont rendue plus froide, plus inhumaine, plus mécanique. Ils ont transformé l'acte d'apprendre, l'un des plus beaux élans de l'esprit humain, en un exercice de survie émotionnelle. Tant que ce système perdurera, des générations d'enfants continueront à grandir avec la peur d'être jugés plutôt qu'avec le désir de comprendre. La violence des notes n'est pas bruyante. Elle ne laisse pas de traces visibles, mais elle marque les esprits. Elle abîme la confiance, mine la curiosité, détruit la spontanéité. Elle apprend à des enfants innocents qu'ils valent seulement ce que leur bulletin dit d'eux, et beaucoup finissent par le croire. John Holt nous invite, avec une douceur lucide, à imaginer un autre modèle d'éducation, une école où l'on apprend sans peur, où l'on évalue sans humilier, où l'on accompagne sans classer. Une école où chaque enfant serait vu pour ce qu'il est, un être en construction, plein de promesses, de force et de fragilité. Ce n'est qu'à ce prix que l'éducation redeviendra ce qu'elle devrait toujours être, un acte d'amour, de confiance et de liberté. Chapitre 6. L'enfant qui se ferme intérieurement. Il arrive un moment presque imperceptible où l'enfant, sans bruit et sans révolte, commence à se fermer intérieurement. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Il n'y a pas forcément de crise, ni de refus brutal d'aller à l'école. C'est un glissement lent, silencieux, profond. John Holt décrit ce moment comme l'un des plus tragiques de l'expérience scolaire, parce qu'il passe souvent inaperçu aux yeux des adultes, alors qu'il marque un tournant décisif dans la relation de l'enfant au savoir, à lui-même et au monde. La perte de confiance est le premier symptôme de cette fermeture intérieure. Au départ, l'enfant croit en sa capacité de comprendre. Il ose essayer, se tromper, recommencer. Mais confronté à des évaluations répétées, à des regards déçus, à des comparaisons constantes, il commence à douter. Ce doute ne concerne pas seulement ses réponses, mais sa valeur intellectuelle. Il ne se dit plus « je n'ai pas compris cette fois », il se dit « je ne suis pas intelligent ». Cette confusion entre l'erreur et l'identité est dévastatrice. Peu à peu, l'enfant apprend que tenter comporte un risque, celui de se tromper, d'être jugé, d'être exposé. Alors il choisit la prudence. Il réduit ses efforts visibles, non par paresse, mais par protection. Ce processus engendre un silence intérieur profond. L'enfant pense toujours, mais il ne le montre plus. Il observe, il écoute, il calcule ce qu'il peut dire sans danger. Ses pensées deviennent prudentes, filtrées. Il n'exprime plus ses hypothèses, ses intuitions, ses incompréhensions. Ce silence n'est pas un vide. C'est une activité mentale intense, mais tournée vers la survie plutôt que vers la compréhension. L'enfant apprend à se taire pour ne pas risquer l'erreur. Et ce silence, avec le temps, devient une seconde nature. L'un des signes les plus alarmants de cette fermeture est le moment où l'enfant cesse de poser des questions. Poser une question, c'est exposer son ignorance, admettre qu'on ne sait pas encore. Dans un environnement bienveillant, c'est un acte courageux et naturel. Mais dans un climat de jugement, la question devient dangereuse. Elle peut révéler une faiblesse, attirer l'attention, provoquer une remarque ou un sourire moqueur. Alors, l'enfant préfère ne plus demander. Il fait semblant de comprendre. Il acquiesce. Il note mécaniquement. Il imite les autres. L'apprentissage cesse d'être un dialogue intérieur et devient un exercice de camouflage. John Holt insiste sur un point fondamental. L'intelligence de l'enfant n'a pas disparu. Elle est simplement mise en veille. L'enfant continue d'apprendre, mais il apprend autre chose que ce que l'école prétend lui enseigner.
Il apprend à éviter les erreurs visibles. Il apprend à donner des réponses acceptables. Il apprend à minimiser les risques. Cette intelligence stratégique, développée pour survivre au système, se fait au détriment de la compréhension profonde. L'enfant ne cherche plus à savoir pourquoi, mais comment passer à travers. L'anxiété joue un rôle central dans ce blocage de l'apprentissage. Lorsqu'un enfant est anxieux, son esprit se contracte. Il n'explore plus, il se défend. Le cerveau, au lieu d'être curieux, devient vigilant. Chaque exercice est perçu comme une menace potentielle. Chaque question est un piège possible. Dans cet état, apprendre devient extrêmement difficile. L'anxiété empêche la concentration, brouille la mémoire, bloque la créativité. Pourtant, l'école interprète souvent ces difficultés comme un manque d'effort ou de motivation, renforçant ainsi le cercle vicieux. Avec le temps, certains enfants abandonnent avant même d'essayer. Ce renoncement précoce est l'un des phénomènes les plus douloureux observés par Holt. L'enfant ne dit pas « je ne peux pas », il dit « ça ne sert à rien ». Il a intégré l'idée que l'effort ne mène qu'à l'échec ou à l'humiliation. Alors il choisit l'inaction. Cette passivité apparente est en réalité une forme de désespoir. L'enfant a cessé de croire que l'apprentissage peut être une source de joie ou de réussite personnelle. Ce qui rend cette fermeture intérieure si tragique, c'est qu'elle est souvent interprétée à l'envers par les adultes. L'enfant silencieux est vu comme sage, l'enfant qui ne pose pas de questions est vu comme attentif, l'enfant qui n'essaie plus est vu comme paresseux. Rarement on se demande ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il a appris à taire. L'école valorise le calme, la conformité, l'absence de perturbation, sans toujours comprendre que ce calme peut être le signe d'un abandon intérieur. John Holt décrit des enfants qui, hors de l'école, retrouvent leur vivacité, leur intelligence, leur curiosité. Ils posent des questions, explorent, inventent, apprennent avec passion. Cela prouve que le problème n'est pas en eux, mais dans le contexte. L'enfant n'a pas perdu sa capacité d'apprendre. Il l'a simplement associée à la douleur dans le cadre scolaire. Pour se protéger, il a compartimenté. Il a laissé une partie de lui-même à la porte de la classe. Cette fermeture intérieure a des conséquences à long terme. L'adulte que devient cet enfant peut garder une peur profonde de l'erreur, un sentiment d'illégitimité intellectuelle, une difficulté à apprendre seul. Beaucoup d'adultes disent « je ne suis pas fait pour apprendre »,« je ne suis pas intelligent », alors qu'ils portent simplement les cicatrices d'une scolarité anxiogène. Le système éducatif ne produit pas seulement des lacunes de savoir, il produit des blessures invisibles. Holt souligne que cette fermeture n'est pas irréversible. Elle peut être empêchée et parfois réparée si l'environnement change. Un climat de confiance où l'erreur est perçue comme une étape normale peut rouvrir l'esprit. Lorsque l'enfant sent qu'il n'est pas jugé, qu'il n'est pas comparé, qu'il n'est pas réduit à ses résultats, il recommence à oser. Les questions reviennent, la curiosité se réveille, l'intelligence reprend sa respiration naturelle. Mais cela exige des adultes un changement profond de posture. Il faut renoncer au contrôle excessif, à l'obsession de la performance, à la peur du désordre. Il faut accepter que l'apprentissage réel est parfois chaotique, lent, imprévisible. Il faut faire confiance au processus intérieur de l'enfant, même lorsqu'il ne produit pas immédiatement des résultats mesurables. L'enfant qui se ferme intérieurement ne fait pas un choix conscient. Il s'adapte. Il fait ce qu'il peut pour préserver son intégrité psychologique dans un environnement qu'il perçoit comme dangereux. Comprendre cela change tout. Cela transforme le regard porté sur l'échec, sur la passivité, sur le désengagement. Ce ne sont plus des défauts, mais des signaux d'alarme. John Holt nous invite à écouter ces signaux, à voir au-delà du comportement visible. Derrière le silence, il y a souvent une intelligence blessée. Derrière l'inaction, une curiosité étouffée. Derrière l'abandon, un enfant qui a trop essayé sans se sentir compris. Tant que l'école ne reconnaîtra pas cette réalité, elle continuera à produire des élèves qui réussissent en apparence, mais qui se sont fermés intérieurement. Ce chapitre est un appel à la lucidité et à la compassion. Il nous rappelle que le plus grand échec de l'éducation n'est pas l'ignorance, mais la perte du désir d'apprendre. Et ce désir, une fois éteint, est bien plus difficile à rallumer qu'à préserver. Comprendre l'enfant qui se ferme intérieurement, c'est faire un premier pas vers une éducation qui soigne au lieu de blesser, qui ouvre au lieu de fermer, qui libère au lieu de contraindre. Chapitre 7.
L'école contre le rythme naturel de l'enfant. L'un des constats les plus profonds et les plus dérangeants formulés par John Holt est que l'école ne se contente pas de transmettre des savoirs, elle impose un rythme uniforme, rigide, artificiel, qui entre en conflit direct avec la manière naturelle dont les enfants apprennent. Ce conflit silencieux est au cœur de nombreux échecs scolaires, mais il reste largement ignoré parce qu'il remet en cause l'organisation même de l'institution éducative. Apprendre n'est jamais un processus linéaire. Chez l'enfant, l'apprentissage avance par bonds, par pauses, par retour en arrière, par éclair soudain de compréhension. Il y a des périodes d'intense curiosité suivies de moments de stagnation apparente. Il y a des jours où tout semble clair et d'autres où rien n'entre. Ce fonctionnement n'est pas un défaut. C'est la nature même de l'apprentissage humain. L'esprit a besoin de temps pour assimiler, relier, digérer ce qu'il découvre. Or, l'école fonctionne comme si apprendre devait suivre une progression régulière, continue et prévisible, identique pour tous. Cette illusion de linéarité est l'un des piliers du système scolaire. Les programmes sont découpés en étapes précises, planifiées à l'avance, indépendamment des élèves réels qui se trouvent en face. À telle semaine, telle notion doit être acquise. À telle date, tel objectif doit être atteint. Peu importe que l'enfant ait compris en profondeur ou non. Peu importe qu'il ait besoin de plus de temps ou qu'il soit prêt à aller plus loin. Le rythme est fixé et l'enfant doit s'y plier. John Holt montre à quel point cette logique est violente, non parce qu'elle est intentionnellement cruelle, mais parce qu'elle nie la réalité humaine. Chaque enfant possède son propre rythme d'apprentissage, lié à son tempérament, à son histoire, à son environnement, à son état émotionnel. Certains ont besoin de répétition, d'autres de temps de réflexion silencieuse. Certains comprennent rapidement, mais ont besoin de pratiquer longtemps pour consolider. D'autres semblent lents au départ, puis progressent soudainement avec une profondeur remarquable. L'école, en imposant un rythme unique, transforme ces différences naturelles en défauts. Les rythmes individuels deviennent alors des problèmes à corriger. L'enfant trop lent est perçu comme en difficulté. L'enfant trop rapide est parfois considéré comme perturbateur. Rarement on se demande si le cadre est adapté à l'enfant. On suppose que c'est à l'enfant de s'adapter au cadre. Cette inversion est fondamentale. Elle place la structure au-dessus de l'humain. Elle sacrifie la compréhension au respect du calendrier. La violence du programme uniforme se manifeste dans la pression constante exercée sur les enfants. Ils sentent, très tôt, qu'ils sont en retard ou en avance, jamais simplement à leur place. Celui qui n'a pas compris au moment prévu accumule un retard qui devient rapidement écrasant. Les notions s'empilent sans être assimilées. L'enfant n'ose plus poser de questions, car le groupe avance. Il se sent isolé, dépassé, honteux. À l'inverse, l'enfant qui comprend vite s'ennuie, perd l'intérêt, et apprend parfois à masquer sa curiosité pour ne pas se distinguer. Forcer au lieu d'accompagner devient alors la norme. Plutôt que de suivre le mouvement naturel de l'enfant, l'école tente de le pousser, de le presser, de le rattraper. Les devoirs s'accumulent, les exercices se multiplient, les rappels à l'ordre se font plus fréquents. Mais forcer n'aide pas à comprendre. Cela ne fait qu'ajouter de la tension à un esprit déjà fragilisé. Sous la contrainte, l'enfant peut mémoriser temporairement, mais il ne s'approprie pas le savoir. Il apprend pour survivre au rythme imposé, pas pour grandir intérieurement. John Holt insiste sur un point essentiel. Le temps de l'apprentissage n'est pas le temps de l'horloge. Le temps scolaire est découpé en heures, en semaines, en trimestres. Le temps intérieur de l'enfant, lui, obéit à d'autres lois. Il dépend de l'attention, de l'émotion, de l'intérêt. Une notion peut être incomprise pendant des mois, puis devenir claire en quelques minutes, dès que l'enfant est prêt. En imposant un calendrier rigide, l'école empêche ces moments naturels de maturation. Le caractère artificiel du temps scolaire apparaît clairement lorsqu'on observe comment les enfants apprennent hors de l'école. Lorsqu'ils jouent, explorent, construisent, posent des questions, ils n'ont pas besoin d'horaires stricts pour apprendre. Ils passent des heures concentrés sur un sujet qui les passionne, puis l'abandonnent naturellement lorsqu'ils ont assimilé ce qu'ils pouvaient. Ce va-et-vient est sain. Il respecte les besoins de l'esprit. L'école, au contraire, impose des durées fixes, indépendamment de l'état intérieur de l'enfant.
Cette artificialité crée un décalage constant entre ce que l'enfant ressent et ce qu'on attend de lui. Il peut être fatigué, inquiet, préoccupé, mais le programme avance. Il peut être profondément intéressé par un sujet, mais le temps est écoulé. Ce décalage répété apprend à l'enfant à ignorer ses propres signaux internes. Il apprend à se couper de ses besoins pour obéir à une structure extérieure. Cette coupure est l'une des racines de la perte de sens scolaire. Avec le temps, l'enfant intègre l'idée que l'apprentissage est quelque chose qui lui arrive de l'extérieur, à un rythme qu'il ne contrôle pas. Il cesse d'être acteur de son propre développement. Il devient exécutant. Cette passivité n'est pas naturelle, elle est apprise. Elle est le résultat d'un système qui privilégie l'organisation à grande échelle au détriment de l'individu. John Holt ne nie pas la nécessité d'un cadre. Il ne prône pas le chaos ou l'absence de repères. Il critique un cadre qui ne s'adapte pas, qui ne respire pas, qui ne tient pas compte de la diversité humaine. Un cadre sain devrait soutenir le rythme de l'enfant, non l'écraser. Il devrait offrir du temps, de la souplesse, de la patience. Il devrait permettre à chacun de progresser à sa manière, sans être constamment comparé à une norme abstraite. Lorsque le rythme naturel est respecté, l'apprentissage redevient fluide. L'enfant ne ressent plus l'urgence constante de suivre. Il peut approfondir, revenir en arrière, explorer. Il ose prendre le temps de comprendre. Il retrouve le plaisir de découvrir. À l'inverse, lorsque le rythme est imposé, l'enfant vit dans une course permanente où l'objectif n'est plus la compréhension, mais la survie au programme. Ce chapitre met en lumière une vérité essentielle. Beaucoup d'enfants n'échouent pas parce qu'ils ne peuvent pas apprendre, mais parce qu'on leur demande d'apprendre à un rythme qui n'est pas le leur. L'échec scolaire est souvent un échec de synchronisation entre l'enfant et l'institution. Tant que l'école refusera de reconnaître la diversité des rythmes humains, elle continuera à transformer des différences naturelles en problèmes artificiels. John Holt nous invite à repenser le temps éducatif, à ralentir là où c'est nécessaire, à accepter que l'apprentissage réel ne se laisse pas enfermer dans des calendriers rigides, à comprendre que respecter le rythme de l'enfant, ce n'est pas le laisser faire n'importe quoi, mais lui offrir les conditions nécessaires pour que son intelligence s'épanouisse pleinement. Ce chapitre est une critique profonde, mais aussi un appel à l'humanité. Il nous rappelle que l'éducation ne devrait jamais être une course contre le temps, mais un chemin de croissance intérieure. Un chemin qui demande patience, écoute et respect. Sans cela, l'école continuera à avancer vite, mais dans la mauvaise direction, laissant derrière elle des enfants épuisés, découragés et convaincus à tort qu'ils ne savent pas apprendre. Chapitre 8. L'illusion de la discipline et du contrôle. Dans de nombreuses écoles, la discipline est présentée comme une condition indispensable à l'apprentissage. Silence, rang bien aligné, regard tourné vers le tableau, main levée pour parler. Tout semble indiquer que l'ordre règne, et avec lui, l'idée rassurante que l'éducation fonctionne. Pourtant, John Holt démontre avec une grande lucidité que cette vision repose sur une illusion dangereuse. Le calme apparent, l'obéissance visible et la docilité des élèves ne sont pas des preuves d'apprentissage, mais souvent les signes d'un esprit qui s'est soumis, parfois même éteint intérieurement. Le silence est fréquemment confondu avec l'apprentissage. Une classe silencieuse est perçue comme une classe sérieuse, concentrée, productive. Pourtant, le silence peut être vide de sens. Il peut traduire la peur de parler, la crainte de se tromper ou simplement le désengagement intérieur. Un enfant silencieux n'est pas nécessairement attentif. Il peut être ailleurs, perdu dans ses pensées ou figé par l'angoisse. L'apprentissage authentique, lui, est souvent bruyant intérieurement. Il passe par des questions, des essais, des erreurs, des échanges. En réduisant le bruit extérieur, l'école croit favoriser la concentration, mais elle étouffe parfois le mouvement naturel de la pensée. De la même manière, l'obéissance est souvent assimilée à la compréhension. Un élève qui exécute correctement les consignes, qui rend ses devoirs à temps, qui répond quand on l'interroge, est considéré comme ayant compris. Pourtant, obéir n'implique pas comprendre. L'enfant peut suivre une procédure sans saisir le sens de ce qu'il fait. Il peut répéter des mots sans en saisir la portée. Il peut appliquer une règle sans savoir pourquoi elle fonctionne. Cette obéissance mécanique donne l'illusion de la réussite, mais elle ne construit pas une intelligence autonome. John Holt décrit avec précision l'enfant docile, mais vide.
Cet enfant ne perturbe pas la classe, ne pose pas de questions, ne remet rien en cause. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. Aux yeux de l'institution, il est un élève modèle. Pourtant, intérieurement, il est souvent coupé de sa curiosité, de son esprit critique, de son élan naturel vers la compréhension. Il a appris que penser par lui-même est risqué, que poser des questions peut attirer l'attention, que l'erreur est dangereuse. Alors il se conforme. Il donne les réponses attendues, sans y mettre de sens personnel. Cette docilité est une victoire apparente pour l'école, mais une perte profonde pour l'enfant. La confusion entre ordre et éducation est l'un des piliers du système scolaire traditionnel. Maintenir l'ordre est plus simple que nourrir la compréhension. Un groupe silencieux est plus facile à gérer qu'un groupe curieux, vivant, interrogatif. L'institution privilégie donc ce qu'elle peut contrôler. Mais l'éducation ne se réduit pas à la gestion des comportements. Elle concerne le développement intérieur, invisible, lent, complexe. En se focalisant sur l'ordre extérieur, l'école néglige le chaos nécessaire de l'apprentissage intérieur. L'autorité, lorsqu'elle est utilisée comme outil principal, produit des effets destructeurs chez l'enfant. Une autorité fondée sur la peur enseigne à l'enfant à obéir, non à réfléchir. Elle lui apprend à se soumettre à une règle sans la comprendre, à accepter une vérité parce qu'elle vient d'en haut, non parce qu'elle a été explorée. À long terme, cela affaiblit la capacité de jugement, la confiance en soi et le courage intellectuel. L'enfant apprend que son rôle n'est pas de comprendre le monde, mais de s'y conformer. John Holt souligne que le contrôle excessif empêche l'enfant de développer une responsabilité authentique. Lorsqu'on surveille constamment, lorsqu'on dicte chaque geste, lorsqu'on punit la moindre déviation, l'enfant n'apprend pas à se réguler lui-même. Il apprend à obéir tant que l'autorité est présente. Dès qu'elle disparaît, il est perdu. La discipline imposée de l'extérieur ne devient pas une discipline intérieure. Elle crée une dépendance, non une autonomie. L'un des paradoxes les plus frappants est que plus l'école cherche à contrôler, plus elle crée de la résistance cachée. Certains enfants se rebellent ouvertement, d'autres résistent intérieurement. Ils font semblant d'écouter, mais n'écoutent plus. Ils remplissent leur cahier, mais n'investissent plus leur esprit. Cette résistance silencieuse est difficile à détecter, mais elle est profondément destructrice pour l'apprentissage. L'enfant ne se sent pas libre de penser. Alors il se retire. La discipline véritable ne peut naître que de l'intérieur. Elle émerge lorsque l'enfant est engagé, intéressé, impliqué dans ce qu'il fait. Un enfant absorbé par une activité qui a du sens pour lui n'a pas besoin d'être contrôlé. Il est naturellement concentré. Il persévère sans qu'on le force. Cette discipline-là est vivante, durable, profondément formatrice. Mais elle ne peut pas être imposée. Elle ne peut que se cultiver. John Holt critique l'idée selon laquelle l'enfant doit être façonné, redressé, corrigé en permanence. Cette vision suppose que l'enfant est fondamentalement désordonné, incapable de se diriger seul. Or, l'observation attentive montre l'inverse. Lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on lui offre un environnement riche et sécurisant, l'enfant organise naturellement son apprentissage. Il explore, il répète, il approfondit. Le contrôle excessif vient perturber ce processus naturel. L'école, en confondant discipline et éducation, sacrifie souvent la profondeur au profit de l'apparence. Elle produit des élèves calmes, mais pas nécessairement pensants. Elle valorise la conformité plutôt que la compréhension. Elle récompense ceux qui s'adaptent au système, pas ceux qui interrogent le sens. Cette logique explique pourquoi tant d'enfants perdent le goût d'apprendre, même s'ils continuent à réussir scolairement. Ce que l'autorité détruit chez l'enfant, ce n'est pas seulement la curiosité, mais aussi le sentiment de sécurité intérieure. Un enfant constamment contrôlé apprend à se méfier de lui-même. Il doute de ses intuitions, de ses idées, de son jugement. Il cherche toujours l'approbation extérieure. Cette dépendance est l'un des héritages les plus lourds de l'éducation autoritaire. Elle empêche l'individu de devenir un penseur libre, capable de discernement. John Holt ne prône pas l'absence de règles. Il appelle à une autorité différente, fondée sur la relation, la confiance et le respect mutuel. Une autorité qui guide sans écraser, qui protège sans enfermer, qui accompagne sans dominer. Une telle autorité permet à l'enfant de grandir intérieurement,
de développer une discipline personnelle fondée sur le sens et non sur la peur. Ce chapitre met en lumière une vérité essentielle. Le contrôle peut produire le calme, mais jamais l'intelligence. La discipline imposée peut obtenir l'obéissance, mais jamais la compréhension profonde. Tant que l'école continuera à confondre silence et apprentissage, ordre et éducation, elle continuera à former des enfants dociles à l'extérieur, mais fragiles et vides à l'intérieur. Comprendre cette illusion, c'est ouvrir la voie à une autre vision de l'éducation. Une vision où l'enfant n'est pas un problème à contrôler, mais une intelligence à accompagner. Une vision où l'apprentissage est un processus vivant, exigeant, parfois chaotique, mais profondément humain. Et c'est seulement en renonçant à l'illusion du contrôle que l'école pourra redevenir un lieu d'éveil plutôt qu'un lieu de soumission. Chapitre 9. L'adultisme. Le pouvoir mal compris des adultes. L'adultisme est l'un des concepts les plus profonds et les plus dérangeants que met en lumière John Holt, même s'il n'utilise pas toujours ce mot de manière explicite. Il désigne cette attitude largement répandue selon laquelle l'adulte, par le simple fait de son âge, de son statut ou de son autorité institutionnelle, se croit supérieur à l'enfant dans sa capacité à comprendre, penser, ressentir et décider. Cette posture est rarement consciente ou volontairement cruelle. Elle est souvent invisible, intégrée, normalisée, transmise de génération en génération. Pourtant, ses effets sont considérables. Elle façonne l'école, la relation éducative et plus largement la place de l'enfant dans la société. L'adulte qui ne fait pas confiance est au cœur de ce système. Dès les premières années de vie, l'enfant est entouré d'adultes qui supposent qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il ne comprend pas ce qu'il ressent, qu'il ne peut pas être responsable de ses choix. Cette méfiance n'est pas toujours exprimée de manière brutale. Elle se manifeste dans des gestes ordinaires, des règles constantes, des interdictions préventives, des décisions prises à sa place sans explication. L'adulte pense protéger, guider, éduquer, mais en réalité, il envoie un message silencieux et répété. « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. » À force d'entendre et de ressentir ce message, l'enfant intègre l'idée que sa propre intelligence est insuffisante. Il apprend à douter de ses perceptions, de ses intuitions, de ses raisonnements. Lorsqu'il pose une question, on lui répond souvent par une consigne. Lorsqu'il exprime une émotion, on la minimise ou on la corrige. Lorsqu'il propose une idée, elle est rarement prise au sérieux. Cette accumulation de petites invalidations construit une relation profondément asymétrique où l'adulte détient la vérité et l'enfant est relégué au rôle d'apprenant passif. L'enfant est alors constamment surveillé. À l'école, chaque geste est observé, évalué, corrigé. On surveille sa posture, son silence, sa manière de tenir son stylo, de regarder le tableau, de lever la main. Cette surveillance permanente ne vise pas seulement à assurer la sécurité ou l'ordre. Elle est devenue une norme éducative. L'enfant est placé dans un environnement où il est rarement seul avec sa pensée, rarement libre d'explorer sans regard extérieur. Il apprend très tôt que quelqu'un regarde, juge, note. Même lorsqu'aucun adulte n'est physiquement présent, cette surveillance est intériorisée. John Holt montre que cette surveillance constante empêche le développement d'une véritable autonomie intellectuelle. L'enfant ne pense plus pour comprendre, mais pour répondre aux attentes. Il ne cherche plus la vérité, mais la validation. Il ajuste son comportement non pas en fonction de ce qu'il ressent ou comprend, mais en fonction de ce qu'il croit que l'adulte attend de lui. Cette adaptation permanente est épuisante. Elle détourne l'énergie mentale de l'apprentissage réel vers la gestion de l'image de soi. L'école devient alors un lieu de domination douce. Il ne s'agit pas d'une domination violente ou explicite, mais d'un pouvoir subtil, enveloppé dans le langage de l'éducation, du bien de l'enfant, de la réussite. Les règles sont présentées comme nécessaires, les programmes comme indiscutables, les évaluations comme objectives. L'enfant n'a pas voix au chapitre. Il ne choisit ni ce qu'il apprend, ni comment, ni à quel rythme. Il est soumis à un cadre rigide, décidé par des adultes éloignés de sa réalité quotidienne. Cette domination douce est d'autant plus efficace qu'elle est présentée comme normale. L'enfant ne sait pas qu'un autre modèle est possible. Il pense que l'école est ainsi, que les adultes ont raison, que son malaise est une faiblesse personnelle.
Lorsqu'il échoue, il se blâme. Lorsqu'il s'ennuie, il se force. Lorsqu'il ne comprend pas, il se tait. Le système fonctionne précisément parce qu'il transforme des problèmes structurels en fautes individuelles. Pourquoi n'écoute-t-on pas l'enfant? Cette question est centrale dans la réflexion de John Holt. L'enfant parle, mais on l'entend rarement. Lorsqu'il exprime son incompréhension, on lui répète la leçon. Lorsqu'il exprime son ennui, on lui demande de faire un effort. Lorsqu'il exprime son stress, on le rassure sans changer le cadre qui le produit. La parole de l'enfant est souvent perçue comme immature, exagérée ou non pertinente. On considère qu'il ne sait pas ce qui est bon pour lui. Ce refus d'écoute repose sur une croyance profondément ancrée. L'idée que l'intelligence adulte est naturellement supérieure à l'intelligence enfantine. Or, John Holt insiste sur le fait que l'intelligence de l'enfant n'est pas inférieure, mais différente. Elle est plus intuitive, plus expérimentale, plus sensible au contexte. L'enfant comprend souvent très bien ce qu'il vit, même s'il ne sait pas toujours l'exprimer avec les mots attendus par les adultes. En ne l'écoutant pas, on passe à côté d'une compréhension fine et précieuse de l'expérience scolaire. Le mépris involontaire de l'intelligence enfantine est l'un des aspects les plus destructeurs de l'adultisme. Ce mépris n'est pas forcément exprimé par des paroles dures. Il se manifeste par l'indifférence, la condescendance, l'absence de dialogue réel. Lorsqu'un enfant pose une question profonde, on lui donne une réponse simplifiée. Lorsqu'il remet en cause une règle, on invoque l'autorité. Lorsqu'il propose une autre manière d'apprendre, on lui explique que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À force de ne pas être pris au sérieux, l'enfant apprend à se taire. Il cesse de poser certaines questions. Il garde pour lui ses doutes, ses réflexions, ses critiques. Il comprend que penser autrement est inutile, voire dangereux. Cette autocensure est l'un des effets les plus graves de l'adultisme. Elle ne se voit pas dans les bulletins scolaires, mais elle marque durablement la relation de l'individu au savoir et à lui-même. John Holt montre que cette dynamique de pouvoir empêche les adultes eux-mêmes de comprendre les enfants. En se plaçant constamment en position de supériorité, l'adulte se ferme à l'observation réelle. Il interprète les comportements de l'enfant à travers ses propres peurs, ses attentes, ses croyances. Il voit de la paresse là où il y a de la confusion, de la provocation là où il y a de la détresse, de l'inattention là où il y a un manque de sens. L'adultisme appauvrit la relation éducative dans les deux sens. Le pouvoir des adultes m'est mal compris parce qu'il est rarement interrogé. Dans l'école, le pouvoir est institutionnel, hiérarchique, protégé par la tradition. Peu d'enseignants ont réellement la possibilité de remettre en question ce cadre, même lorsqu'ils en perçoivent les limites. Ils sont eux-mêmes pris dans un système qui les évalue, les surveille, les contraint. L'adultisme n'est pas seulement une faute individuelle, c'est une structure collective. Cependant, John Holt insiste sur une responsabilité essentielle, celle de reconnaître l'enfant comme un être pensant à part entière. Cela implique de renoncer à une partie du contrôle, d'accepter l'incertitude, de faire confiance. Faire confiance à l'enfant ne signifie pas l'abandonner à lui-même. Cela signifie le considérer comme un partenaire de l'apprentissage, capable de comprendre ce qu'il vit, de ressentir ce qui lui convient ou non, de participer aux décisions qui le concernent. Lorsque l'adulte écoute réellement l'enfant, quelque chose change profondément. L'enfant se détend, il ose exprimer ses incompréhensions, il se sent reconnu dans son intelligence. Cette reconnaissance est un moteur puissant de l'apprentissage. Elle restaure la confiance, l'engagement, le plaisir de comprendre. Elle transforme la relation éducative en un espace de coopération plutôt que de domination. Ce chapitre met en lumière une vérité inconfortable. L'échec scolaire n'est pas seulement le résultat de méthodes pédagogiques inadéquates, mais aussi d'un rapport de pouvoir déséquilibré entre adultes et enfants. Tant que l'enfant sera considéré comme un être inférieur, incapable de savoir ce qui est bon pour lui, l'école continuera à produire de la peur, du conformisme et de l'échec intérieur. Reconnaître l'adultisme, c'est commencer à le déconstruire. C'est accepter que l'enfant a une intelligence propre, une perception légitime du monde, une voix qui mérite d'être entendue. C'est comprendre que le véritable rôle de l'adulte n'est pas de dominer, mais d'accompagner. Non pas de contrôler, mais de soutenir. Non pas de décider à la place, mais de créer les conditions dans lesquelles l'enfant peut devenir pleinement lui-même. John Holt nous invite ainsi à un renversement profond de perspective.
L'éducation ne commence pas par le pouvoir de l'adulte, mais par la confiance dans l'enfant. Tant que cette confiance manquera, l'école restera un lieu où l'on enseigne surtout une chose, que l'autorité vaut plus que la compréhension et que l'obéissance vaut plus que l'intelligence. Chapitre 10. L'échec, comme réaction logique à un système absurde. Dans ce dernier mouvement de son analyse, John Holt renverse complètement la lecture traditionnelle de l'échec scolaire. Là où le système éducatif voit une défaillance, une faiblesse, un manque d'effort ou d'intelligence, Holt invite à voir une réaction. Non pas une réaction irrationnelle ou pathologique, mais une réponse profondément humaine, logique et cohérente à un environnement qui met l'enfant en difficulté permanente. L'échec n'est plus alors un accident du système, mais l'un de ses produits les plus prévisibles. Il devient une stratégie de survie psychologique face à un cadre absurde, anxiogène et déconnecté du fonctionnement naturel de l'apprentissage. L'échec comme protection psychologique est l'une des idées les plus dérangeantes de ce livre. L'enfant, confronté jour après jour à des attentes qu'il ne comprend pas, à des évaluations qui le jugent sans l'expliquer, à une pression constante de réussite, développe des mécanismes de défense. Lorsqu'il sent qu'il ne peut pas gagner le jeu scolaire, il cherche inconsciemment à en réduire la douleur. Échouer devient alors une manière de reprendre le contrôle. Plutôt que de lutter sans fin pour satisfaire des critères flous et changeants, l'enfant choisit, souvent sans en avoir conscience, de se retirer émotionnellement. Ce retrait n'est pas un choix réfléchi, mais une adaptation. L'enfant découvre que s'il n'attend plus la réussite, la blessure de l'échec fait moins mal. S'il ne s'investit plus, il ne peut plus être déçu. S'il accepte l'étiquette de mauvais élève, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ce mécanisme est profondément humain. Face à une situation où l'effort ne garantit ni compréhension ni reconnaissance, le psychisme cherche une issue. L'échec devient alors un bouclier. John Holt insiste sur un point fondamental. L'enfant ne se protège pas contre l'apprentissage, mais contre la souffrance. Il ne rejette pas le savoir, il rejette le contexte dans lequel ce savoir lui est imposé. Le système scolaire, en confondant erreur et faute, difficulté et faiblesse, transforme chaque tentative en risque émotionnel. Dans un tel environnement, la stratégie la plus rationnelle pour certains enfants est de ne plus essayer. L'enfant qui se sabote pour survivre n'est pas paresseux ni irresponsable. Il est souvent très intelligent dans sa manière de s'adapter. Il comprend intuitivement que plus il s'implique, plus il souffre. Alors il ralentit, oublie volontairement, bâcle, provoque, se déconcentre. Ces comportements sont interprétés comme des signes de mauvaise volonté, alors qu'ils sont des signaux de détresse. L'enfant ne dit pas « je ne veux pas apprendre ». Il dit « je ne peux plus supporter ce que l'école me fait ressentir ». Ce sabotage prend des formes variées. Certains enfants deviennent distraits, comme s'ils vivaient ailleurs. D'autres adoptent une attitude provocatrice, préférant être punis que jugés incompétents. D'autres encore deviennent silencieux, invisibles, se contentant de passer entre les mailles du filet. Tous ces comportements ont un point commun. Ils permettent à l'enfant de préserver une part de son estime de soi. Échouer volontairement est parfois moins destructeur que d'essayer sincèrement et d'échouer malgré tout. Pourquoi certains décrochent totalement? John Holt montre que le décrochage n'est presque jamais soudain. Il est le résultat d'une accumulation lente et invisible de petites défaites intérieures. L'enfant commence par ne pas comprendre une leçon. Puis, il n'ose plus poser de questions. Puis, il fait semblant. Puis, il prend du retard. Puis, il se sent différent. Puis, il est étiqueté. À chaque étape, le système aurait pu s'arrêter, écouter, ajuster. Mais au lieu de cela, il continue, implacable. À un certain moment, l'enfant comprend que l'école n'est plus un lieu pour lui. Non pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il n'y trouve plus aucun sens. Il n'y voit ni reconnaissance, ni sécurité, ni plaisir. Le décrochage devient alors une conséquence logique. Rester dans un environnement qui nie son intelligence et son rythme serait plus destructeur que partir. Le décrochage est souvent présenté comme un abandon. John Holt le voit plutôt comme une tentative de sauvegarde. L'échec comme refus inconscient est une idée clé pour comprendre la profondeur du problème. L'enfant ne se lève pas un matin en décidant de refuser l'école.
Son refus se construit lentement, à mesure que ses besoins fondamentaux sont ignorés. Besoin de comprendre, besoin de se sentir compétent, besoin de se sentir respecté. Lorsque ces besoins ne sont jamais satisfaits, le psychisme finit par dire non. Ce non n'est pas formulé par des mots, mais par des comportements. Ce refus inconscient est souvent mal interprété par les adultes. On y voit de la provocation, de la paresse, de l'insolence. On répond par plus de contrôle, plus de pression, plus de sanctions. Mais ces réponses ne font qu'aggraver le problème. Plus l'enfant est contraint, plus il se replie. Plus on insiste sur la performance, plus il se protège par l'échec. Le système entre alors dans un cercle vicieux qu'il attribue à l'enfant sans jamais se remettre en question. John Holt souligne une vérité essentielle. Aucun enfant ne choisit l'échec s'il a une alternative viable. Si apprendre est associé à la joie, à la curiosité, à la sécurité, l'enfant apprend. S'il est associé à la peur, à l'humiliation, à l'incompréhension, l'enfant se ferme. L'échec n'est pas une anomalie. C'est une réponse logique à des conditions illogiques. Un système qui prétend vouloir la réussite de tous, mais qui impose les mêmes méthodes, les mêmes rythmes, les mêmes critères à des individus profondément différents, produit nécessairement de l'échec. Comprendre avant de corriger est sans doute le message le plus puissant de ce chapitre. Tant que l'école cherchera à corriger les enfants sans comprendre ce qu'ils vivent, elle continuera à échouer dans sa mission. Corriger des comportements sans interroger leur cause revient à traiter les symptômes sans regarder la maladie. L'échec scolaire n'est pas un problème individuel, c'est un signal collectif. Il indique que quelque chose ne fonctionne pas dans la relation entre l'enfant et le système. Comprendre, cela signifie écouter réellement. Cela signifie observer sans juger. Cela signifie accepter que l'enfant puisse avoir raison dans son malaise. Cela signifie reconnaître que le système, tel qu'il est conçu, n'est pas neutre, ni naturel, ni inévitable. Il est le produit de choix humains, donc modifiables. John Holt ne propose pas de solution simpliste. Il propose un changement de regard. Tant que l'on verra l'échec comme une faute de l'enfant, on cherchera à le réparer. Lorsqu'on le verra comme une réaction logique, on commencera à questionner le cadre. Ce chapitre agit comme une conclusion implicite à toute l'œuvre. Il montre que l'échec scolaire n'est pas un mystère, ni une fatalité. Il est la conséquence directe d'un système qui confond apprendre et performer, comprendre et obéir, éduquer et contrôler. L'enfant, face à cette absurdité, fait ce que tout être humain ferait. Il s'adapte pour survivre psychologiquement. En reconnaissant cela, John Holt nous oblige à une remise en question profonde. Si l'échec est logique, alors le problème n'est pas l'enfant. Si le problème n'est pas l'enfant, alors ce sont nos institutions, nos méthodes, nos croyances qu'il faut interroger. Comprendre avant de corriger, c'est accepter que l'éducation commence par l'humilité. L'humilité de reconnaître que l'enfant n'est pas cassé, mais qu'il réagit, et que parfois, son échec est la forme la plus honnête de résistance qu'il lui reste face à un système qui a cessé de faire sens. Chapitre 11. La confiance clé de tout apprentissage. Dans ce chapitre fondamental, John Holt touche au cœur même de son message. Sans confiance, il n'y a pas d'apprentissage véritable. Toutes les analyses précédentes convergent vers cette idée simple mais profondément révolutionnaire. Si les enfants échouent à l'école, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, d'effort ou de discipline, mais parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et plus grave encore, parce qu'on leur apprend, jour après jour, à ne plus se faire confiance eux-mêmes. Faire confiance à l'enfant ne signifie pas l'abandonner à lui-même, ni nier le rôle de l'adulte. Cela signifie reconnaître une vérité essentielle. L'enfant est un être pensant, curieux, capable de comprendre le monde, doté d'un désir naturel d'apprendre. Avant même de savoir lire ou écrire, l'enfant a déjà accompli l'apprentissage le plus complexe qui soit. Parler, marcher, comprendre les relations humaines, explorer son environnement. Il a appris tout cela sans programme, sans notes, sans examen, sans sanction. Il a appris parce qu'il était libre d'essayer, de se tromper, de recommencer. John Holt rappelle que l'apprentissage authentique naît toujours dans un climat de sécurité intérieure. Lorsque l'enfant se sent en confiance, il ose poser des questions, tester des idées, exprimer ses doutes. Il n'a pas peur de paraître ignorant, car il sait que son ignorance n'est pas une faute, mais un point de départ. À l'inverse, dans un environnement où l'erreur est sanctionnée, l'enfant apprend très vite à se taire,
à cacher ses incompréhensions, à jouer un rôle. La confiance disparaît, et avec elle disparaît l'apprentissage réel. L'autonomie est le moteur naturel de cette confiance. Un enfant qui a la possibilité de choisir, même partiellement, ce qu'il apprend, comment il l'apprend et à quel rythme, développe une relation saine au savoir. Il ne travaille plus pour éviter une punition ou obtenir une récompense, mais pour satisfaire une curiosité intérieure. John Holt insiste sur ce point. L'apprentissage imposé de l'extérieur est toujours fragile. Il peut produire des résultats à court terme, mais il ne construit ni compréhension profonde, ni amour du savoir. Lorsque l'enfant est autonome, il devient acteur de son apprentissage. Il observe, il expérimente, il établit des liens. Il apprend à apprendre. Cette compétence est bien plus précieuse que n'importe quel programme scolaire, car elle accompagne l'individu toute sa vie. Mais l'autonomie ne peut naître que dans un climat de confiance. Un enfant constamment surveillé, corrigé, évalué, n'ose plus prendre d'initiative. Il attend qu'on lui dise quoi faire, quoi penser, quoi répondre. Il devient dépendant du regard de l'adulte. Apprendre sans peur est peut-être l'idée la plus radicale de ce chapitre. John Holt montre que la peur est l'ennemi numéro 1 de l'intelligence. La peur de se tromper, la peur d'être jugé, la peur d'être comparé, la peur de décevoir. Toutes ces peurs consomment une énergie mentale immense. Un enfant effrayé ne pense pas librement. Il cherche à deviner ce que l'adulte attend, à éviter l'erreur plutôt qu'à comprendre. Son esprit se rétrécit. À l'inverse, un enfant qui apprend sans peur explore pleinement ses capacités. Il peut se tromper sans honte, revenir en arrière sans se sentir diminué, changer d'avis sans perdre la face. Dans cet état d'esprit, l'erreur devient une alliée. Elle n'est plus une preuve d'échec, mais une source d'information. L'enfant apprend de ses erreurs parce qu'il n'a pas besoin de les cacher. Il peut les regarder en face. John Holt insiste longuement sur la place de l'erreur comme étape naturelle de tout apprentissage. Aucun être humain n'apprend sans se tromper. L'erreur est le chemin même de la compréhension. Pourtant, l'école traite l'erreur comme un défaut à corriger, parfois même comme une faute morale. Cette vision déforme profondément la relation de l'enfant au savoir. Il apprend à éviter l'erreur plutôt qu'à chercher la vérité. Dans un environnement de confiance, l'erreur est accueillie avec calme. Elle est analysée, comprise, intégrée. L'enfant apprend que se tromper n'est pas dangereux. Cette sécurité intérieure libère une immense énergie cognitive. L'enfant ose aller plus loin, poser des hypothèses, prendre des risques intellectuels. C'est ainsi que naissent la créativité, la pensée critique et l'intelligence profonde. Redonner le pouvoir d'apprendre est l'objectif ultime de cette philosophie. John Holt ne propose pas simplement de réformer des méthodes pédagogiques. Il propose de rendre à l'enfant ce qui lui a été confisqué, la maîtrise de son propre apprentissage. Tant que l'enfant dépendra entièrement d'un système externe pour savoir s'il est intelligent, compétent ou capable, il restera fragile. Le véritable apprentissage commence lorsque l'enfant retrouve la confiance en sa propre capacité à comprendre le monde. Cette confiance ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit par des adultes qui écoutent, qui observent, qui respectent. Des adultes qui acceptent de ne pas tout contrôler. Des adultes qui comprennent que leur rôle n'est pas de remplir un esprit vide, mais d'accompagner un esprit vivant. Faire confiance à l'enfant, c'est accepter qu'il puisse apprendre autrement, à son rythme, parfois de manière désordonnée, parfois imprévisible. Mais c'est précisément dans cette liberté que l'apprentissage devient profond et durable. John Holt souligne que la confiance est réciproque. Lorsqu'on fait confiance à un enfant, il apprend peu à peu à faire confiance aux adultes, puis à lui-même. Cette chaîne de confiance est essentielle à la construction d'un être humain équilibré. À l'inverse, un enfant constamment soupçonné, contrôlé et évalué finit par intérioriser ce regard méfiant. Il doute de lui-même, même en dehors de l'école. L'échec scolaire devient alors un échec existentiel. Ce chapitre invite à un changement radical de posture. Il ne s'agit plus de demander « Comment motiver les enfants à apprendre ?» mais plutôt « Comment arrêter de les empêcher d'apprendre ?» La confiance est la réponse. Une confiance profonde, patiente, parfois inconfortable pour l'adulte, car elle exige de lâcher prise, mais c'est le prix à payer pour un apprentissage vivant.
En redonnant à l'enfant la confiance, l'autonomie et le droit à l'erreur, on ne crée pas seulement de meilleurs élèves. On crée des êtres humains capables de penser, de créer, de s'adapter, de continuer à apprendre toute leur vie. Pour John Holt, c'est là le véritable sens de l'éducation. Non pas produire des résultats mesurables, mais accompagner la naissance d'esprits libres. Et cette liberté commence toujours par un acte simple et puissant. Faire confiance. Chapitre 12. Une autre vision de l'éducation. Dans ce dernier chapitre, John Holt ouvre pleinement l'horizon. Après avoir démonté avec patience et rigueur les mécanismes par lesquels l'école traditionnelle fabrique l'échec, la peur et la soumission intellectuelle, il ne se contente pas de critiquer. Il propose une autre manière de penser l'éducation, non comme une institution rigide, mais comme une relation vivante entre l'enfant, le monde et les adultes qui l'entourent. Cette vision n'est pas une utopie abstraite, mais une observation réaliste de ce qui fonctionne réellement lorsque l'on cesse d'entraver le désir naturel d'apprendre. Apprendre hors du cadre scolaire ne signifie pas rejeter toute forme de structure ou d'accompagnement. Cela signifie reconnaître que l'apprentissage véritable ne se limite ni à un lieu précis, ni à des horaires fixes. L'enfant apprend partout, tout le temps, dès lors qu'il est en contact avec un environnement riche et qu'il se sent en sécurité. Il apprend en observant, en imitant, en expérimentant, en posant des questions, en faisant des erreurs. L'école, telle qu'elle existe, a confisqué l'idée même d'apprentissage en la réduisant à des programmes, des salles de classe et des évaluations. Holt rappelle que cette confiscation est une illusion dangereuse. Hors du cadre scolaire, l'apprentissage retrouve sa continuité naturelle. Il n'est plus fragmenté en matières artificiellement séparées, mais intégré à la vie réelle. L'enfant ne se demande plus « à quoi ça sert ?», car le sens est immédiat. Il apprend parce que cela répond à un besoin, une curiosité, une situation concrète. Cette forme d'apprentissage est profondément motivante, car elle ne dépend pas de récompenses externes. Elle nourrit l'intelligence au lieu de la discipliner. Dans cette vision, le rôle de l'adulte est profondément transformé. L'adulte n'est plus un contrôleur, un évaluateur permanent, ni un détenteur absolu du savoir. Il devient un guide, un accompagnateur, un facilitateur. Son autorité ne repose plus sur la peur ou la hiérarchie, mais sur la confiance et la compétence relationnelle. John Holt insiste sur ce point essentiel. L'adulte n'a pas besoin de tout diriger pour être utile. Souvent, il suffit qu'il soit présent, attentif, disponible. Le guide observe avant d'intervenir. Il écoute avant de corriger. Il propose sans imposer. Il comprend que chaque enfant suit un chemin différent et que forcer un rythme uniforme est une violence invisible. Cette posture demande beaucoup plus de maturité que le contrôle autoritaire, car elle oblige l'adulte à accepter l'incertitude, le désordre apparent et parfois même l'ennui. Mais c'est précisément dans cet espace de liberté que l'enfant construit une relation saine au savoir. L'école idéale, selon Holt, n'est pas un bâtiment parfait ni un programme idéalement conçu. C'est un environnement où l'enfant n'a pas peur, un lieu où poser une question n'est jamais un risque, un espace où l'erreur n'est pas punie mais explorée, une communauté où l'on valorise la compréhension plutôt que la performance. Dans cette école, le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. On accepte que certains apprentissages prennent plus de temps et que ce temps n'est jamais perdu. Dans cette école, les matières ne sont pas des fins en soi, mais des outils pour comprendre le monde. Les mathématiques deviennent un langage utile, la lecture une porte vers la pensée, l'histoire une exploration de l'expérience humaine. Rien n'est appris pour satisfaire un programme abstrait, mais pour nourrir l'intelligence et la curiosité. Les enfants ne sont plus classés, comparés, étiquetés. Ils sont reconnus dans leur singularité. Ce que l'éducation devrait protéger, selon Holt, est peut-être l'idée la plus importante de ce chapitre. L'éducation devrait protéger la curiosité naturelle de l'enfant, son courage intellectuel, son envie de comprendre, sa capacité à poser des questions naïves mais profondes. Elle devrait protéger son estime de soi, son droit de ne pas savoir, son droit d'apprendre à son rythme. Or, l'école traditionnelle fait souvent l'inverse. Elle érode ses qualités au nom de l'efficacité, de la discipline et des résultats mesurables.
Holt affirme que l'éducation devrait aussi protéger la joie d'apprendre. Cette joie n'est pas un luxe ni un bonus optionnel. Elle est le moteur même de l'apprentissage durable. Un enfant qui apprend avec joie retiendra mieux, comprendra plus profondément et continuera à apprendre toute sa vie. À l'inverse, un enfant qui apprend sous contrainte oubliera vite et associera le savoir à la souffrance. Réconcilier l'enfant avec le savoir est l'aboutissement logique de cette autre vision de l'éducation. Beaucoup d'enfants sortent de l'école convaincus qu'ils sont nuls, mauvais en maths, incapables de comprendre. Ces étiquettes ne reflètent pas leur intelligence, mais leur expérience scolaire. Holt veut réparer cette fracture. Il veut redonner à l'enfant le sentiment que le savoir lui appartient, qu'il n'est pas réservé à une élite, qu'il n'est pas une arme de jugement. Cette réconciliation passe par un changement profond de regard. Voir l'enfant non comme un problème à corriger, mais comme une personne en devenir. Accepter que l'apprentissage ne soit pas toujours visible, mesurable ou immédiat. Comprendre que la compréhension intérieure est plus importante que la conformité extérieure. Lorsque l'enfant sent qu'on respecte son intelligence, il s'ouvre naturellement au monde. John Holt ne prétend pas que cette autre vision de l'éducation est facile à mettre en place. Elle demande du courage, de la patience et une remise en question radicale des habitudes. Elle va à l'encontre de nombreux réflexes sociaux, politiques et institutionnels. Mais il affirme qu'elle est nécessaire si l'on veut réellement aider les enfants à grandir sans briser leur esprit. Ce chapitre ne propose pas une méthode clé en main. Il propose une philosophie fondée sur la confiance, la liberté et le respect de l'intelligence enfantine. Une philosophie qui reconnaît que l'apprentissage est un processus vivant, fragile, profondément humain. En offrant cette autre vision, John Holt ne cherche pas à abolir l'éducation, mais à la sauver de ses propres contradictions. Au terme de ce parcours, une idée s'impose avec force. Les enfants n'échouent pas parce qu'ils sont incapables d'apprendre, mais parce que nous avons construit un système qui oublie ce qu'est réellement apprendre. Changer l'éducation, c'est d'abord changer notre regard sur l'enfant. Et ce changement commence ici, par cette autre vision, plus humble, plus humaine et infiniment plus féconde. Ce ne sont pas les enfants qui échouent, mais le système arrivé au terme de cette œuvre, une vérité s'impose avec une clarté dérangeante. L'échec scolaire n'est pas un accident individuel, ni une faiblesse intellectuelle, ni un manque de volonté chez l'enfant. Il est le produit logique d'un système qui a oublié la nature profonde de l'apprentissage humain. John Holt ne cesse de le montrer tout au long de son livre. Lorsque des millions d'enfants échouent, ce n'est pas l'enfant qu'il faut interroger en premier, mais l'environnement dans lequel on l'a placé. Les enseignements majeurs de ce livre convergent tous vers un même point. L'enfant veut apprendre. Il est curieux, actif, intelligent par nature. Avant même d'entrer à l'école, il a déjà réalisé des apprentissages extraordinaires sans programme, sans notes, sans examen. Ce désir d'apprendre ne disparaît pas spontanément. Il s'éteint progressivement lorsqu'il est confronté à la peur, au jugement, à la comparaison permanente et à la pression de la performance. L'échec n'est pas une preuve d'incapacité, mais une réaction. John Holt démonte l'illusion selon laquelle les notes, les tests et la discipline produiraient de l'intelligence. Il montre au contraire qu'ils produisent de l'anxiété, de la dissimulation et de la soumission. L'enfant apprend à faire semblant, à deviner, à éviter l'erreur, à se protéger. Son énergie mentale n'est plus tournée vers la compréhension, mais vers la survie psychologique. Dans ces conditions, l'échec devient une issue presque inévitable. L'un des messages les plus puissants du livre est celui-ci. L'enfant n'est pas le problème. Le considérer comme tel est non seulement injuste, mais profondément destructeur. Chaque fois que l'on réduit un enfant à ses résultats, que l'on confond intelligence et performance, que l'on interprète ses difficultés comme un défaut personnel, on brise un peu plus sa confiance intérieure. Et sans confiance, aucun apprentissage durable n'est possible. Repenser totalement l'éducation devient alors une nécessité et non une option. Repenser l'éducation, ce n'est pas ajouter de nouvelles méthodes à un système défaillant. C'est changer de regard. C'est passer du contrôle à la confiance, de la peur à la sécurité, de l'obéissance à la compréhension. C'est accepter que l'apprentissage soit un processus vivant, parfois lent, parfois désordonné, mais profondément humain. John Holt invite parents et éducateurs à un courage particulier,
celui de faire confiance à l'intelligence naturelle de l'enfant. Cette confiance n'est pas naïve, elle est exigeante. Elle demande d'observer plutôt que de juger, d'accompagner plutôt que de forcer, d'écouter plutôt que de corriger en permanence. Elle demande aussi d'accepter que l'enfant n'apprenne pas toujours comme nous l'avions prévu, mais c'est le prix à payer pour préserver ce qui compte vraiment, le désir d'apprendre. Le message aux parents est clair et profondément libérateur. Si votre enfant doute de lui, s'il a peur de se tromper, s'il se ferme ou se désintéresse de l'école, cela ne signifie pas qu'il est incapable. Cela signifie qu'il réagit à un environnement qui ne lui permet plus d'être lui-même. Le rôle du parent n'est pas de renforcer la pression, mais de restaurer la confiance, de rappeler à l'enfant que son intelligence ne se mesure pas à des chiffres. Aux éducateurs, ce livre adresse un appel tout aussi fort. Enseigner ne devrait pas consister à remplir des esprits, mais à protéger des esprits en croissance. L'autorité véritable ne vient pas du contrôle, mais de la relation. Un enfant n'apprend pas parce qu'on le force, mais parce qu'il se sent en sécurité pour apprendre. Chaque fois qu'un adulte choisit la confiance plutôt que la peur, il ouvre un espace où l'apprentissage redevient possible. L'invitation finale de John Holt est simple, mais radicale. Faisons confiance à l'intelligence naturelle. Faisons confiance à la curiosité. Faisons confiance au rythme intérieur de l'enfant. Cela ne signifie pas renoncer à toute structure, mais construire des cadres qui soutiennent au lieu d'écraser. Des cadres qui servent l'apprentissage au lieu de le remplacer. Ce livre ne cherche pas à condamner, mais à éveiller. Il nous oblige à regarder en face une réalité inconfortable. Trop souvent, ce que nous appelons éducation empêche d'apprendre. Mais il offre aussi une immense espérance. Si l'échec est fabriqué, alors il peut être défait. Si la peur est apprise, alors la confiance peut être réapprise. Et c'est sur cette idée que tout se joue. Le jour où nous cesserons de demander aux enfants de prouver leur intelligence et où nous commencerons à la respecter, l'échec cessera d'être la norme, car en vérité, ce ne sont pas les enfants qui échouent, c'est le système qui a échoué à comprendre ce qu'est réellement apprendre.